Ce qui fait, lorsque le déclenchement de l'affaire saharienne, étant donné que c'était le militaire le plus haut gradé, donc il a pris les commandes. Il s'est rendu au Sahara, c'était à l'époque de la planification de la marche verte et j'en passe. C'est lui qui a organisé la marche verte avec Hassan II. Pendant que Hassan II il faisait son fameux discours, il était que sur le terrain, il courait avec ses éléments pour pouvoir mettre le drapeau marocain une fois que l'Espagne dégage, malgré que les Espagnols étaient encore là, le drapeau qu'il est là. Attends. Sans coup férir, sans rien. لكن لا قرطاس لا والو ماشي بالفيلم. Parce que c'était un géant du renseignement. Parce qu'il avait du flair. Parce qu'il avait le troisième œil. Donc, et par la suite, il y a eu des jaloux. Il y a eu des envieux dont les noms ils sont connus. Surtout un, Wahed. Le reste, je peux pardonner. Mais il y en a un que j'arrive pas à lui pardonner. Alors, devinez, c'est qui? D'après vous, c'est qui? C'est qui, d'après vous? C'est cette crapule, cet enfant d'esclave, le chien de la casse. Il se fait appeler le Hajj en plus, le Hajj. Mohamed Medjouri, ce garde du corps du roi Hassan II. Ce salopard-là qui possède un français que d'adjudant. Et ce salopard de Medjouri, à l'époque, en 71, lorsqu'il y a eu ce coup d'état de Skhirat, la sécurité de Hassan II était confiée, d'après les experts ou je ne sais pas quoi, à un Français, à un Corse, qui s'appelle Raymond Sassia, un ancien tireur d'élite de la garde rapprochée du général de Gaulle. Sassia, donc, dans le bureau du Premier ministre français de cette époque-là, Charles Heyman, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de son nom, lui a dit « Raymond, vous préparez votre valise, vous preniez le premier vol en direction de Rabat. Sa Majesté Hassan II vient d'échapper à un coup d'État et vous savez que c'est un protégé de la France. » Bien, vraiment ça c'est, il prend sa valise tranquillement, il descend à Rabat. Et Glimi, à cette époque-là, c'était quand même le directeur de la Sûreté nationale. Adjoint, puisque c'était Oufkir le directeur de la Sûreté nationale. Mais par la suite, après les événements, Oufkir a été nommé au ministère de la Défense. Et Glimi, malgré, c'était l'adjoint d'Oufkir, mais dans les faits, c'était lui le véritable directeur de la Sûreté nationale marocaine. Et aussi chef des aides de camp du roi. Donc, Sassia sur place, voilà, bon, il voit les éléments, tout ça, de la sécurité, il réorganise et tout, et même à moi qu'il l'avait dit, en 2009, je l'avais rencontré dans son bureau, à l'avenue Foch, dans son club de tir. Il m'avait dit, mon cher ami, votre oncle et moi, nous avons commis la même erreur d'avoir choisi Mohamed Medjouri. Un seul homme a fait du mal à votre oncle, c'est Medjouri. Un seul homme.
il n'y en a pas deux, un seul. Medjugorje, il m'a dit. Medjugorje. Lors du premier entretien, il parlait, phrasait et tout ça, il dit taper le collier sur le monarque Mohamed VI, il m'a dit Hassan II, il m'avait promis la plus haute distinction alaouite et tout ça, et Mohamed VI, il refuse de la signer. Parce qu'il croit que certainement, lorsqu'il venait faire ici la Nouba à Paris, il croyait que c'était moi qui rapportais ses faits au jet à Hassan II. Or, il était espionné par la police marocaine. Il était espionné par les services de Medjugorje. Ah, au début, il était bavard. Il parlait. Il était bien. Il m'a sorti la photo de mon oncle avec lui, voilà. Il se contentait de me dire, ah, c'était un beau copain. Lorsque le monarque il se rendait à Bay, bon, il y avait un petit bar tabac du coin, on y allait, bon, il prenait des petits coups, voilà quoi. Mais après qu'il m'avait dit que lors de son dernier séjour parisien en 82, en décembre 82, il m'avait dit Raymond, je préfère monter avec toi dans ta voiture. J'ai pas confiance en mon véhicule. Parce que ta voiture, elle appartient à la police française. Donc voilà, en 82, en décembre 82, il était invité par l'ancienne éminence grise de François Mitterrand, un certain François Grousseau. Voilà. C'était l'ombre de Mitterrand et des missions secrètes. À une partie de chasse présidentielle sur le domaine de Chambord. Donc voilà, Ahmed Dlimi en parfaite bonne forme, il y avait l'ambassadeur de Yougoslavie, je crois, il y avait deux hautes personnalités, et c'est lui qui a remporté sur le tableau de chasse, il y avait 3 sangliers abattus, mais abattus par Dlimi, suivi par le Yougoslave, ou suivi par quelqu'un d'autre. Parce que Dlimi, c'était un tireur d'élite. C'était un franc-tireur. Il ne ratait pas ses cibles. Donc, voilà, il était à Paris pour 2-3 jours. Je crois plutôt il était à Paris que pour 2 jours, mais il avait prolongé son séjour parisien. Il sortait en boîte, il allait à Rasputin, où il avait sa table habituelle, il allait à la tour d'argent, à la table d'argent, ou la tour d'argent, bon, il connaissait que le patron et tout ça, bon, c'était un seigneur, il claquait de l'argent bien comme il faut, bon, bref. Mais pendant que qu'il était là, une équipe de mercenaires se rendait au pays, sur place, pour pouvoir préparer le traquenard, le guet-apens. Parce que le roi Hassan II, il avait dit quoi? Il avait dit aux autorités françaises, j'ai une épine sous les pieds qu'il va falloir donc. Mais ce que le roi est Medjugorje, parce que qui est à l'origine de la chute du général? C'est cette crapule de Medjugorje, cet enfant d'esclave, ce descendant d'esclave. Donc,
Mohamed Mediouri. Général, c'était un homme qui buvait. Général, c'était un fêtard. Mais c'était un bosseur. C'était un militaire pur. C'était un travailleur. Il a fait le Sahara occidental. C'est lui qui a fait la ceinture qui protège le Sahara. C'est lui qui repoussait les attaques du front polisarien. C'est lui qui donnait une raclée aux Polisariens et aux Algériens. Avec tout le respect que j'ai pour les Algériens, parce que j'ai des amis et Algériens. Du vivant du général, au plus fort du conflit saharien, de 75 à 81, à 82. La bataille de Amgala, la bataille de Inzekirlen, la bataille de... Il y en a plein. Je crois 5 batailles. Ouais, allez, 5 batailles où ça sentait avec la poudre. ما كاين كل قتيله تبيعها ما كاينش اللعب. Mais après la mort du général Eon en 83, le Maroc a perdu toutes les batailles jusqu'au cessez-le-feu. A perdu toutes les batailles. Ils n'ont pas remporté une seule bataille. Parce que Alaj, qui a pris la place du général, c'était qui? C'était cette chèvre de Abdelaziz Ben Nani. Et Abdelaziz Ben Nani, il prenait des tranquillisants que lorsqu'il gérait l'état-major du général. Il fallait voir sa tête lorsque le général le forçait à picoler. Et en plus, vers la fin de la vie du général, il évitait soigneusement le domicile du général à Agadir. Maintenant, à Ouamat, Allah yarhamou, Allah yarham jamia, qu'ils reposent tous en paix. Donc voilà. L'affaire de la mort du général, c'est une affaire 34 ans après, 35 ans prochainement. Lorsque les vraies causes verront le jour, croyez-moi que le pays, il va tanguer. Parce que vous savez quoi exactement? Hein? Pourquoi le général est décédé? Parce que le général a appris que ce garde du corps, ce chien de la casse, se tapait la femme légitime du roi Hassan II. Maintenant, ce n'est plus un secret pour personne. Donc, le responsable chargé de la centrale téléphonique du palais, lorsqu'il a pris connaissance il s'est dit qu'est-ce que je vais faire? Mais c'était un homme de principe. Un homme courageux, un homme noble. Là, c'est le commandant Mohamed Bouata. Commandant Bouata, il avait s'assied, il cherchait un mec qui appartient à aucun clan